Alors moi, je dois dire que je défends Le Point, parce que Le Point m'a défendu au moment où tout le monde m'a vomi dessus à l'époque de Freud. Mais je dois dire que cette une, je n'y souscris pas absolument, mais je sais ce que c'est qu'une une, parce que vous m'avez fait l'amitié de m'en consacrer deux ou trois. Plus Et que ça, tiens, il a oublié les autres déjà. quelques-unes, quelques-unes. Et ce sont souvent des arguments de vente. Et effectivement, on est obligé d'aller vite, plus vite qu'en 140 signes. Et si je me souviens bien, j'ai plus ça très exactement en tête, mais le titre, c'est Les Arabes. Et il y a un sous-titre avec quelque chose du genre du début de leur civilisation jusqu'aux problèmes qu'ils nous causent aujourd'hui, qu'ils nous posent aujourd'hui. Et je trouvais que cette deuxième partie était quand même malvenue. On peut faire l'analyse de cette civilisation, de cette culture, et dire ce qu'est le Coran, etc. Mais d'imaginer que les Arabes nous poseraient problème aujourd'hui, ça me paraissait quand même pas très subtil. D'autant que l'intérieur du dossier n'aborde pas du tout ce problème-là, que c'est très sérieux, que moi j'y ai appris des choses, qu'on y interroge un historien du Collège de France qui m'a permis Bah, de c'est prendre des Henri notes. Laurence, qui est Oui, un grand spécialiste. absolument. Moi, j'ai pris quelques notes parce que je vais faire des lectures à partir de ce dossier. Mais je veux dire que le dossier ne méritait pas cette une. Mais Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit simplement d'écrire ça? Moi, je ne me souviens plus tout à fait de la parce que formulation, mais pourquoi est-ce dire que que... les Arabes posent Non, problème, mais tout pose problème. Je veux dire, les Bretons, les oui, pas Corses, les Normands, les Niçois. non. On n'entend Ça pas? manque un peu d'humour à Nice, c'est le seul problème. Sinon, tout va bien. Non, mais ça mérite une véritable analyse. La différence entre les Arabes, les musulmans qui ne sont pas arabes. Enfin, je veux dire que c'est beaucoup plus subtil que Ah, bien ça. Et sûr, si on bien veut sûr, bien sûr. penser l'islam, il faut justement éviter les gros sabots. Il faut être subtil tout en essayant, c'est ce qu'essaie de faire Eric et moi aussi et quelques autres, je veux dire, d'être informé, de donner des faits, et puis d'éviter d'aller trop vite sur des sujets comme ceux-là. Alors, Éric Zemmour. Alors, ça marche? Oui, bien sûr. Tout marche, hein, ici. Alors, mon cher On est à Michel, Nice. vous m'amusez beaucoup dans votre rôle de faux naïf, parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple que vous savez déjà et que vous faites semblant de ne pas voir, c'est que les journaux ont beaucoup de mal à se vendre, premièrement. Deuxièmement, il y a une rupture entre les journaux comme il y a une rupture avec les politiques, comme il y a une rupture avec tout ce qui incarne les élites, parce que ce mot est un peu un mot valise, et évidemment, il y a des élites autoproclamées, il y a des vraies élites. Bon. Mais manifestement, il y a dans la population le sentiment très fort, de plus en plus fort, et ça fait 6 mois que je me balade en France et je le vois grossir de jour en jour, que les élites ne parlent pas le même langage que le peuple et qu'ils ne veulent pas les mêmes choses que le peuple et qu'ils ne s'intéressent pas aux sujets qui intéressent le peuple. Et donc, les journaux font exactement comme les politiques. Il faut qu'ils rattrapent par la manche les lecteurs. Et donc, ils font des unes qui leur donnent l'impression qu'ils s'intéressent au même sujet qu'eux. Et que, quand il y a des problèmes, qu'il y a des sujets qui leur posent problème dans leur vie, eh ben, les journaux doivent essayer de leur dire, mais vous voyez, nous aussi, on s'intéresse mais vous êtes au même sujet. journaliste depuis très longtemps. Ben, c'est ce que fait la presse depuis toujours. Mais absolument. Là, Mais j'ai pas fini. Vous n'êtes pas en train de découvrir Mais la Lune pas un du peu, tout, non? Ah bon. parce que c'est la deuxième partie qui a changé. Mais dans le cadre, l'Express, je fais exprès de citer l'Express parce que c'est le grand spécialiste de ça et je trouve que c'est les hebdos qui ont tous imité l'Express, je vais vous expliquer en quoi. Et dans le cœur des hebdos, alors là, on redresse, si vous voulez, le cœur des hebdos s'adresse, alors là, aux élites. Et on leur dit, vous voyez, on a fait une un peu populiste, comme on dit aujourd'hui, mais dedans, on va expliquer aux gens que c'est pas du tout ce qu'ils croient et on va les rééduquer. Et du coup, ça donne des choses d'ailleurs plutôt intéressantes. Dans Le Point, il y a l'interview du grand spécialiste de l'islam. Henri Laurence, j'ai déjà donné le nom pour la... Pardon, oui, qui est remarquable. Oui, bien sûr, non, remarquable, je ne plaisante pas du bien tout, sûr. elle est remarquable. Collège Par exemple, de France, c'est lui, professeur au Collège de c'est lui France. qui par exemple, j'ai appris une chose, oui, j'ai retenu que le wahhabisme, qui est donc un littéralisme musulman, a pris son essor parce que les Arabes qui étaient vaincus depuis en gros l'expédition d'Égypte, on pourra en reparler des heures, se demandaient comment renaître, comment revenir à la surface, et se sont inspirés des protestants qui sont revenus au texte littéral. Donc vous voyez, j'ai appris ça, je l'ignorais, et j'ai trouvé ça passionnant. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une dialectique assez hypocrite, il faut bien le dire, qui est que, comme les journalistes traitent un peu par le mépris
les préoccupations des gens et que ça se voit dans les ventes. Ils essayent de rattraper ce mépris par des unes un peu racoleuses. Je trouve qu'il y a une dialectique. Enfin, non, mais je veux pas la défendre, non, le mais point, mais je dis ce le que point je... est un des rares Mais journaux. c'est pas le point en général, Non, mais c'est un journal qui n'a pas de problème de vente. Il a toujours pris comme ça un parti pris, Je parlais en disons, général. comment dire, subversif, oui, c'est ça, anticonformiste. Ça a toujours été Et le en parti même temps pris de ce très journal. conformiste. Oui, mais anticonformiste quand même, je suis désolé. Par rapport à d'autres titres, c'est certainement l'un des plus anticonformistes Ça aujourd'hui en dépend France. sur quel sujet. Mais on ne va pas discuter. Oui, d'accord, d'accord. Juste un mot, on peut dire qu'un certain islam pose problème. C'est pas exactement la même chose que dire les Arabes nous posent problème. Je pense que si vraiment on veut Oui, mais- pouvoir... Michel, Alors là, vraiment, je pense que c'était pas l'idée du titre et c'était pas l'idée du journal et c'est pas ce que pense ce journal. Moi, Michel. j'y suis plus depuis 1 an et demi, j'y vais quand même souvent. L'idée que les Arabes pourraient poser au C'était quoi, problème. le sous-titre, c'était L'idée quoi que les Arabes, je me souviens plus exactement du sous-titre, mais l'idée que les Arabes pourraient poser problème aux Français, mais c'est une idée absurde. C'était C'est le vrai sous-titre. que C'était c'est pas une idée absurde. Non, non, c'est ce qui fait problème. C'est pas là une qu'est la idée différence. absurde, excusez-moi. Ah Non, ce qui fait problème. Non, non. Ce qui peut faire. Ce qui fait. êtes- C'est une pratique religieuse. non, Eric. pas du tout. Vous êtes... Pardonnez-moi. Vous pouvez laisser passer Zemmour, s'il vous plaît, madame. Merci. Non, pardonnez-moi. Vous faites semblant de ne pas voir les choses. Il y a d'abord, quand Michel dit un certain islam, moi je veux bien. Enfin, lui-même explique, je l'ai vu faire la leçon, j'en jubilais devant mon écran à Alain Juppé, lui-même a expliqué qu'il fallait lire le Coran, donc il y a différents islams, mais il y a quand même un seul texte. Et dans ce Coran, comme Michel l'a Il y a très des bien dit, prélèvements possibles. voilà, Et mais pas bien les sûr, mêmes. comme toujours, Ah oui. comme toujours. Mais si on comme- prélève oui, parmi, mais comme- parmi les sourates agressives et dangereuses, on n'a pas le même islam que quand on prélève, par exemple, la fameuse sourate issue du Talmud qui nous dit pas de contrainte en matière de religion. Ça fait deux islams quand même, deux Non, islams. non, mon cher Et Michel, assez non. incompatibles quand même. Non, Et si. non. Mais si on veut bien penser la chose, il Ça faut ne être... fait pas deux islams, pardonnez-moi. Si, si. Pardonnez-moi, pas du tout. Pour des tas de raisons. D'abord parce que, en islam, dans le Coran, le dernier texte est supérieur aux autres. C'est ce qu'ils appellent la règle de l'abrogation, premièrement. Et deuxièmement, de façon beaucoup plus conjoncturelle, le wahhabisme, qui est un littéralisme et qui donc s'applique et qui applique littéralement le texte, est en train de vaincre tous les autres. C'est ça l'époque. Et troisièmement, quand on parle arabe et musulman, je sais bien évidemment que tous les arabes ne sont pas musulmans et que Bah tous oui. les musulmans ne sont pas Ah, arabes. il suffit d'aller en pays arabe. Non mais merci. que ça tous va. les musulmans ne sont pas terroristes. Non, mais, et mais que- merci, Non, merci. mais si on veut penser finement, Non, mais il faut quand même d'accord. éviter... Non mais ça c'est... Non, mais c'est bien de le dire au départ. Non, mais d'accord. Eric, bien de le dire en au plus, c'est départ. pas gênant d'ailleurs. Alors Je vois d'accord, pas. il y c'est a bien de le aucun dire au problème. départ. On le dit. Mais maintenant, il faut nuancer dans la nuance. C'est-à-dire qu'il faut dire que le génie de l'islam et le génie arabe, et je dis ça sans ironie, c'est que l'assimilation se fait tellement bien que tous les musulmans s'identifient aux arabes. Et que pour un musulman, il est au moins de Non, façon mais mythologique non, mais non. un arabe. Tout ça l'islam... soit un Pakistanais, non, que ça tout- soit- non, mais si, tout l'islam mais si. indonésien... Non, Mais c'est pas... dans l'imaginaire, cher Non, Michel. c'est l'imaginaire dans français. Non, pas du L'imaginaire tout. Pas français dans qui- l'imaginaire non, français, c'est pas justement. du tout, Dans l'imaginaire musulman. Eric, là, il faut laisser la parole à Michel un moment. Sur quel sujet? Parce que non, moi... Là, qu'on finisse là-dessus, et puis après, on passera à la suite. Sur l'islam, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, donc moi je pense qu'il faut effectivement considérer qu'il y a des islams et qu'on doit pouvoir récupérer un islam républicain. Mais il y a plein de... Non, mais... Bon. Un islam républicain... Excusez-moi, mais on n'est pas dans un Un congrès islam. des républicains. Et moi, je ne me comporterai pas comme Nicolas Sarkozy. Ici, on siffle personne, Non, mais- on débat. J'espère bien. Non, On a dit qu'on essayait de débattre. Hein. Non, mais c'est pas grave. Je dis, je disais tout à l'heure que tout dépend du prélèvement, personne n'a sifflé. J'ajoute un islam républicain, quelques-uns sifflent. Il faut être cohérent. C'est-à-dire, vous auriez dû siffler précédemment ou pas siffler du tout. Si effectivement je dis qu'il y a des islams en relation avec les prélèvements, il y a effectivement la possibilité d'un prélèvement qui va rendre possible un islam terroriste. Et on le sait et on le voit, mais il y a aussi un autre islam qui rend possible, avec les prélèvements qui seront faits, un islam républicain. Je vois bien que, par exemple, quand Juppé dit qu'il n'a jamais lu le Coran, combien, parmi ceux qui vont à la messe le dimanche et qui sont dans cette salle, ont lu la Bible? Combien sont capables d'avoir une discussion mais- un petit peu technique sur ce qui distingue Ça, l'Exode, le Deutéronome, le Pardonnez-moi, c'est Lévitique tout à fait ce qui- normal.
parce que le catholicisme n'est pas un texte du livre. Non, non. Ce n'est pas une religion du Le livre. problème, il n'est pas là. Ça C'est que passe justement par les prêtres. inscrit dans l'histoire, et il faut faire de l'histoire et pas de l'idéologie. Quand on fait de l'histoire, il y a une diversité des islams, il y a des lectures possibles du Coran, il y a des sourates abrogeantes, des sourates abrogées, je le sais bien, sauf que personne ne peut nous dire quelles sont lesquelles. Si. Non. C'est chronologique. Non, pas du tout. C'est chronologique, c'est facile. Mais si vraiment, et les plus guerrières sont les si dernières. vraiment on veut faire un travail très précis, le Coran a été écrit sur plusieurs siècles. Et alors, De sorte. Ah ben oui, non mais faisons de l'histoire pour le coup et pas de D'accord. l'idéologie. Et quand on fait de l'histoire, il y a eu des Corans divers et multiples. Mais ça ne se dit pas. Mais des Corans divers et multiples jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide qu'il y aurait un Coran. Et aujourd'hui, on ne parle plus que d'un seul Coran. Où est la vérité? Mais ça, c'est comme la Torah. Non, mais certains diront le Coran le plus près, le plus vrai, est celui qui est le plus près du prophète. D'autres diront, mais non, pas du tout, c'est le dernier. Parce qu'on sait très bien que si on a envie d'être agressif, on va justifier la Mecque ou Médine. Si on a envie d'être pacifiste, on va justifier la Mecque ou Médine, etc. Et que c'est a posteriori qu'on fait ces choses-là. Il y a des gens qui ont envie d'être violents, Coran ou pas, et il y a des gens qui, Coran ou pas, ne sont pas violents. Il suffit simplement de regarder autour de soi. Tout le monde connaît des musulmans qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, qui sont républicains, qui n'ont jamais voulu de vote communautariste. Ça existe aussi. Ils ne sont plus musulmans, Michel. Non, mais c'est comme les chrétiens qui aujourd'hui... Mais il y a des chrétiens aujourd'hui... Non, ils le sont. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas au ciel, au paradis, au purgatoire, à l'Immaculée Conception, qui ne savent pas ce qui distingue l'Assomption de l'Ascension. Ils ne sont plus chrétiens. Eh oui, mais ils sont catholiques. Mais ça, j'y peux rien. Non, bah oui, ils sont de culture alors à catholique. ce moment-là, il ne reste plus beaucoup de catholiques. Mais oui, Et on n'est même pas bien absolument. sûr. On est bien d'accord. Et on n'est même pas bien sûr que le jour où le pape François nous dit que si on dit du mal de sa mère, il va mettre une gifle à l'autre, on n'est même pas bien sûr que pas le très pape catholique. soit catholique. On est bien d'accord. Alors si même le pape On ne est l'est bien plus, d'accord. effectivement, on va avoir du mal. Alors, Bon, alors, Éric répond et après on passe à la suite du débat. Parce qu'on a d'autres sujets. Hein. ah bon, d'accord, très bien. Non, mais c'est très simple. Je pense que je suis en désaccord avec les deux branches de l'alternative de Michel. Quand il dit il y a un islam terroriste, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas terroriste. Excusez-moi. Simplement, il applique, on pense au califat islamique, on pense aux frères Kouachi, etc. C'est ça quand il parle d'islam terroriste, j'imagine. Pas du tout. Pour moi, le califat islamique applique de façon littéraliste le Coran. Le Coran, c'est très simple, cher Michel. C'est pas le dernier, le premier, le pas dernier, le premier. C'est être Mahomet. C'est ça. Tous les musulmans sérieux vous le disent. Il faut refaire tout ce qu'a fait Mahomet. Or, Mahomet, il n'a pas seulement dit aimez-vous les uns les autres, pour paraphraser Jésus-Christ, il a aussi dit il faut tuer, il faut exécuter, etc. Et il l'a fait. Contrairement à Jésus et contrairement même à Moïse dans la Torah, qui était un chef de guerre, mais qui, lui, ne participait pas au combat. Vous connaissez l'image des bras qu'on portait, c'est-à-dire qu'on portait les bras de Moïse comme ça, et quand Moïse se tenait les bras en l'air, les Hébreux gagnaient dans le désert, et dès qu'il baissait les bras par fatigue, ils perdaient. Et c'est pour ça qu'il y a deux types qui sont venus lui soutenir les bras. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer qu'il y a une différence de comportement. On n'est pas d'accord sur Jésus. Est-ce que je peux répondre sur Jésus? Parce que quand on dit Jésus, pacifique, etc. Jésus, il a tué personne. Il a tué personne, sauf qu'il nous met dehors les marchands du temple avec un fouet. Mais il ne tue pas. Mais il ne tue pas. Jamais personne. Non. Voilà. Je voudrais finir là-dessus en disant que c'était le Jésus qu'Hitler aimait beaucoup. Il y a dans Mein Kampf que dans Mein Kampf. Je suis désolé, qui a lu Mein Kampf? On va recommencer. Vous avez le droit de... Ah bah là, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah oui, mais moi je l'ai lu. Ah oui, mais moi je l'ai lu. C'est ça le problème. Quel courage! Ah non, mais je veux dire, tout le monde a un avis sur le Coran, n'a pas lu le Coran. Tout le monde a un avis sur le christianisme, n'a pas lu le christianisme. Et tout le monde n'a pas lu la Bible. J'ai et pas tout fini, le il va monde, dire que j'ai non, pas mais fini. tout le monde a un avis sur Mein Kampf sans l'avoir lu. Non, Alors, mais- moi, je l'ai lu et je dis effectivement... s'il vous plaît. Je dis effectivement qu'il y a dans Mein Kampf un éloge du Jésus qui chasse les marchands du temple. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous bien pouvez sûr, me huer. peu Mais importe, simplement, peu c'est importe. dans le texte. Non, je dis simplement que quand, fidèle à ma position, on peut prélever ce qu'on voudra dans le Coran et lui faire dire ce qu'il veut, on peut prélever, même pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des moments où Jésus fait l'éloge de la violence et même des paroles de Jésus où il dit qu'il n'est pas venu pour la paix, mais pour faire la guerre. Alors, mais il ne l'a et les fait montées. pas. Alors, Sauf bref, que
finis simplement sauf très que vite. quand on l'a fait au nom de Jésus, c'est au nom de ces textes-là qu'on le fait. Et s'il y a l'Inquisition, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a les croisades, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a des ethnocides en Amérique du Sud, ça ne se fait pas contre Jésus. Ça se fait au nom du Jésus qui chasse les marchands du temple. Bien sûr, Ah mais oui. alors... Et mais d'autres bien sûr. diront, mon Jésus à moi, c'est celui Non. qui pardonne les péchés, Oui, c'est non, celui qui sauf que- n'agresse pas. sauf que Théorie le du non, prélèvement. mais non, on va pas débattre 3 heures sur Jésus, parce que là, vous faites de la sémantique. Mais Non. je finis mon histoire de terroriste. Pour moi, ils ne sont pas terroristes, simplement, ils appliquent strictement la charia. C'est-à-dire que les frères Kouachi ont appliqué une exécution par un tribunal islamique. Et Daesh, j'ai coutume de dire que l'Arabie Saoudite est un Daesh qui a réussi. C'est exactement la même chose. Et maintenant, pour l'islam républicain, pour moi, c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où, qu'est-ce que c'est que la République? C'est le pouvoir du peuple, et c'est la loi qui s'impose, la loi des hommes qui s'impose à la loi de Dieu. Tout ça est le contraire de l'islam, qui ne connaît que la loi de Dieu et qui ne connaît que la soumission à la loi de Dieu. Vous allez me dire immédiatement, le judaïsme aussi et le christianisme aussi, et je vous dirai, vous avez raison sous réserve, on ne va pas faire des discussions théologiques 3 heures, sauf que, et le christianisme et le judaïsme se sont vus imposer, pour le christianisme c'est par la République, pour le judaïsme c'est par Napoléon en 1807, des contraintes très strictes et se sont vus imposer des suppressions de références et ont dû se soumettre à la loi républicaine. Le problème, C'est très exactement ce que je dis avec c'est l'islam. qu'on Si n'a nous jamais eu, avions on n'a une pas eu république de, digne on n'a de pas ce eu nom, de Bonaparte en France Voilà. depuis, et que donc c'est ça qu'il faut faire avec Je suis l'islam. entièrement d'accord. Alors- Mais c'est bien ce que je dis. S'il y a effectivement une comptabilité, il faut que quelqu'un qui soit républicain soit capable de dire que c'est l'islam qui obéit à la République et pas la République à l'islam. Bon. Eh ben, Merci. Donc c'est intéressant ce débat quand il a commencé, parce que je vous demande vraiment de rester calmes les uns les autres, parce que l'idée de ce débat, c'est quand même, peut-on débattre en France? Moi j'aimerais bien qu'on puisse montrer, d'autant plus que ce débat est télévisé, qu'on puisse montrer qu'on peut débattre à Nice sans forcément s'insulter dans le public. Alors, moi oui, non mais vraiment, un peu de calme, ça fera du bien. Donc je voudrais, là on va lister un certain nombre de problèmes. On pensait que ce débat... comment dire, ce ne serait pas vraiment un débat. Moi, j'étais sûr qu'il y aurait des points de désaccord. Vous voyez, déjà, ça commence sur l'islam. Il y a un point de désaccord clair entre Michel Onfray et Éric Zemmour. On va aborder un deuxième sujet. Et moi, on m'a beaucoup dit, je l'ai lu d'ailleurs dans la presse, qu'ils étaient d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas sûr. Bon, moi, je suis le seul libéral sur cette estrade, parce que je suis libéral, je n'ai jamais caché mon jeu. Bon... Michel Onfray a une réputation d'antilibéral, Éric Zemmour aussi, et pourtant j'ai du mal à croire que, et on va peut-être commencer par lui, que Michel Onfray soit systématiquement antilibéral. Pourquoi? Parce que quand vous lisez son œuvre, il y a un personnage qui ressort, bon, on a tous compris, Nietzsche, Épicure était au sommet des sommets, mais il y a aussi Proudhon. Et Proudhon, il y a un tel anarchisme dans Proudhon qu'on n'est pas très loin du libéralisme. On est quand même en marge du libéralisme, c'est-à-dire que vous verrez, dans quelques années, il ira dedans. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. C'est l'évolution normale. Michel Onfray, non? vous me prédisez un avenir de vieux con, mais c'est déjà le cas. Alors, oui, je suis d'accord avec Éric sur l'antilibéralisme, mais il y a plein de façons d'être antilibéral. Donc on est d'accord sur l'idée qu'effectivement le libéralisme est une catastrophe pour la France. La France qui est un pays qui est dominé par une sorte de communisme mou, puisqu'il y a 57% de dépenses publiques, de dépenses d'État. On est quand même sous un régime du communisme mou que de libéralisme. Dictature libérale. Oui, enfin, ce qu'il y a de libéral dans un pays où il y a 7% de dépenses publiques. Enfin bon, ça c'est ma... Si, non, mais je vais répondre à ça, c'est un sujet fondamental, j'allais en parler. Je vais définir mon libéralisme. Le libéralisme, le système dans lequel l'argent fait la loi. L'argent fait la loi. Donc c'est pas terrain, c'est à moment où on nous dit c'est l'argent décidé. Ça tout le monde est contre forcément. Non, tout le monde est pour, mais dans les maisons d'édition, on voit bien aujourd'hui qui décide de la fabrication d'une couverture, les commerciaux, qui décide d'un titre, les commerciaux, qui décide qu'un manuscrit va devenir un livre ou ne va pas devenir un livre, les commerciaux. Et même quand le directeur éditorial se met à penser comme un commercial. Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ce livre ou est-ce qu'on va pas faire d'argent? Si on fait de l'argent, on le prend, c'est mauvais, pas grave, on fait de l'argent. Celui-ci, c'est génial, on va pas faire beaucoup d'argent,
on va vendre 200 exemplaires, mais ça risque de marquer l'histoire de la littérature ou de la pensée, on ne le prend pas. C'est ça le libéralisme. Mais vous avez raison, comme il fonctionne actuellement, le libéralisme est une contrainte de chaque jour. Donc on a effectivement les inconvénients du libéralisme et pas les avantages du libéralisme. Alors mon libéralisme, effectivement, il passe par la communauté, la coopération, la mutualité, la fédération, ce qui n'exclut pas l'État, ce sur quoi nous nous retrouvons tous les deux, parce qu'il y a chez Proudhon, le dernier Proudhon, celui de théorie de la propriété, cette idée que l'État peut garantir l'anarchie. L'anarchie n'étant pas le désordre, entendons-nous bien, mais c'est presque la définition du libéralisme, ça, cette définition-là. Non, oui, bien sûr. Non, presque, tout est dans le presque. Le libéralisme dira pas besoin d'État pour ça. Oui, mais oui. Quand il est caricatural. Il y a une main invisible. Quand il est caricatural, enfin on peut pas. Oui, c'est vrai, c'est plus. Enfin, oui, c'est. Raymond Aron n'aurait jamais dit ça. Bah bien sûr, enfin je sais pas. Même Adam Smith n'aurait pas dit ça d'ailleurs. Ah pardon, excusez-moi. Mais là, on est entre nous, Donc, antilibéralisme, en tant que le libéralisme nous dit que c'est l'argent qui doit faire la loi. Donc aujourd'hui, l'argent fait la loi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, dans les campagnes, et on est d'accord là-dessus. Quand moi j'ai eu le suicide français, je me suis dit, ben, évidemment, il a raison sur tous ces sujets-là. Il y a une espèce de destruction de la province, de destruction des campagnes. Ça n'est pas rentable. On ferme une ligne de train, on ferme une école, on ferme, etc., etc. Ça, c'est un massacre, me semble-t-il. Et si on veut aujourd'hui restituer l'État, il ne faut pas que l'État, ce soit celui qui ponctionne tout le temps, celui qui interdise tout le temps, qui nous dit vous allez vous habiller comme ça, vous allez manger comme ça, vous allez coucher comme ça, avec machin bidule un tel, mais pas avec tel autre, ou je ne sais quoi. Un État qui est en permanence présent pour nous dire ce qu'il faut faire personnellement. Donc je suis contre cet État-là. Et on peut partager ça avec les libéraux. Maintenant, je pense que l'État devrait garantir... Pardon ? Merci. L'État devrait garantir les libertés que nous devrions pouvoir construire sur le mode autogestionnaire. Mais le mode autogestionnaire suppose les Girondins, et nous sommes dans un vieux pays, d'accord avec Éric là-dessus aussi, dans un vieux pays jacobin, pour lequel la vérité de la Révolution française, c'est 1793. Ouais, nous sommes toujours dans une logique de guerre civile. Chez Éric, il y a quand même souvent un éloge de Robespierre qui, moi, personnellement, me fait toujours froid dans le dos. Mais bon... J'ai pas vu ça, moi. Ah, je l'ai lu. Mais Bonaparte était un ami du frère de Robespierre. Oui, oui. Pardon. J'ai dit, Robespierre peut-être pas, mais en tout cas, Bonaparte était un des meilleurs amis du frère de Robespierre. Donc, voilà. Auguste, hein. Voilà. C'est à moi ? Bon. Alors, je vais essayer d'abord l'argent. J'entends bien ce que dit Michel. Je me méfie toujours un peu quand on attaque là-dessus, parce qu'en fait, autant que je me souvienne, j'ai toujours entendu que l'argent régnait. Vous savez, dans Moi je suis fou des mémoires de Saint-Simon, et à toutes les pages, il explique que le règne de Louis XIV, c'est le règne de l'argent, et il explique que la plus grande honte qu'il ait connue, c'est quand le banquier Samuel Bernard a, au bras du roi, visité le chantier de Versailles, et que Louis XIV s'est transformé en guide, et que Saint-Simon se sentait humilié parce que le roi des rois se transformait ainsi en guide pour un banquier, un financier, infâme, etc. Donc, la domination de l'argent, c'est vraiment une constante, et en l'occurrence, c'est très chrétien. De la part de Michel, de dire ça, il montre bien qu'il est fondamentalement chrétien. Et c'est pas une insulte dans ma bouche, c'est un chrétien qui ne se connaît pas encore, mais vous verrez. Et voilà, c'est ce que je veux lui dire. Et venant de moi, c'est encore plus savoureux. Alors, deuxièmement, le libéralisme. Alors, c'est une discussion sans fin, parce que moi, j'ai pas l'impression d'être anti-libéral, ça dépend des définitions. Si le libéralisme, c'est l'économie de marché, je ne suis pas anti-libéral. Si le libéralisme, c'est la possibilité, contrairement au régime communiste d'antan, de pouvoir créer sa petite entreprise et de pouvoir la faire grossir, je ne suis pas anti-libéral. Si c'est le libéralisme, c'est le fait d'avoir des relations libres, de permettre effectivement de pouvoir grossir avec pas trop de charges, j'y reviendrai, d'impôts, etc., je ne suis pas anti-libéral. Je vous rappelle que le modèle moderne du colbertisme, donc a priori du dirigisme, il revendiquait le mot, c'était le général de Gaulle, et qu'à l'époque du général de Gaulle, il y avait 33% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois que même les États-Unis sont au-dessus. Donc c'est pour vous dire qu'on peut discuter longtemps de ça. Maintenant, si vous voulez, il y a eu un changement majeur qui est, moi je préfère d'ailleurs ce mot, les Anglais ont trouvé un très bon mot pour une fois, c'est la globalisation.
Et non pas la mondialisation, qui est un mot idiot, puisqu'il y a une mondialisation depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est grotesque. En revanche, la globalisation, on voit bien qu'il y a non seulement une mondialisation des échanges, mais aussi une globalisation idéologique. On voit bien que ça a un sens. Et là, Michel a raison, c'est cette globalisation qui a complètement chamboulé l'intervention de l'État, qui l'a réduit avec l'aide du dieu de Franz, c'est-à-dire l'Europe, qui a été, en l'occurrence, le bélier de cette globalisation. Je ne sais pas que j'étais venu pour passer en accusation. Mais... Et donc c'est évidemment l'Europe qui a servi de relais à cette globalisation en réduisant les pouvoirs de l'État et en interdisant à l'État de faire ce qu'on faisait encore dans les années 70, et ce que Michel a tout à fait raison de regretter, c'est-à-dire on ferme un hôpital là, on ferme une poste. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus de politique d'aménagement du territoire. C'est ça, en fait, que tu regrettes. Le gros problème d'Éric, c'est qu'il croit trop les politiques, parce que les politiques, quand ils ont une mauvaise nouvelle en France, sont quand même, à part quelques-uns, il y a quand même des exceptions, Dieu merci, ils ont toujours tendance à dire que c'est la faute à l'Europe. C'est la faute à l'Europe si ceci, c'est la faute à l'Europe si cela. Voilà. Ne me fais pas un édito dans Le Point. Pourtant, ils sont excellents. Hein. Excellent. Le Point est un excellent journal. Mais ne me les fais pas. Et d'ailleurs, c'est un journal qui organise des débats ouverts. Voilà. Voilà. Non, ce que je veux dire, des débats ouverts. C'est évident. On se respecte mutuellement. Mais c'est ce que je fais. C'est évident que c'est l'Europe, France. Sérieusement. C'est l'Europe, là où tu as raison, avec l'accord de tous les gouvernements. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, ils ont... Pas du peuple. Voilà, à la place du peuple. Bon. Maintenant, en fait, j'ai lu récemment un livre tout à fait remarquable d'un polytechnicien qui s'appelle M. Sarlat, je crois, et qui dit cette chose que je crois, ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion. Il dit en fait, nous sommes trop libéraux et trop sociaux. Je m'explique, ça va être très rapide. Trop libéraux dans un sens, c'est-à-dire que nous avions la tradition française, j'étudiais ça quand j'étais à Sciences Po, ça date pas d'hier, c'est le capitalisme sans capitaux. On a un capitalisme sans capitaux, c'est-à-dire que contrairement aux anglo-saxons, contrairement aux Allemands qui ont les banques régionales qui financent la banque industrie, hein, nous on a un capitalisme sans capitaux. Et donc on a inventé, depuis Napoléon III à peu près, et surtout depuis le général de Gaulle et Pompidou, un capitalisme d'État. Ça permet à l'État de protéger les entreprises parce que sinon il n'y a pas de capitaux et donc elles sont bouffées. Dans les années 80, c'est là que Michel sera d'accord, on a privatisé au nom de l'idéologie libérale de la globalisation sous l'influence de l'Europe, mon cher Franz. On a privatisé. Si, le lac unique, etc. Plus de politique industrielle, plus d'aide d'État. Si, Franz, il faut lire, c'est comme le Coran, ça. Il faut lire les traités, ça. Et donc, mais si. Et donc, c'est même pas payé, qu'est-ce qu'il faut entendre? Et donc, si j'étais payé encore. On a lâché nos entreprises avec l'épisode provisoire et ridicule des noyaux durs, tu t'en souviens, Franz, de Balladur, qui n'ont duré que quelques années. Pathétique, mais ça c'était... pathétique, oui, mais ça n'empêche... C'était copain, c'était ton mais copain. D'accord, oui, c'est pour permettre de financer les campagnes électorales. On est d'accord. Mais c'était pas seulement ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'était pas seulement ça, c'était aussi pour essayer que les banques et les grands instituts d'assurance protègent nos entreprises. Et puis ça s'est effiloché. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des grandes entreprises françaises qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de capitaux parce qu'on n'a pas de fonds de pension comme les anglo-saxons et qu'on n'a pas de banques régionales comme les Allemands et qui se font bouffer par les grandes entreprises. Et deuxièmement, ça c'est le trop de libéralisme. Et deuxièmement, trop de social, et là tu vas être content, parce que là tu as raison, 57% de prélèvements obligatoires, c'est une folie. C'est évidemment une folie. Évidemment, les entreprises... De dépenses publiques, hein, parce que les prélèvements obligatoires sont au-dessous. Ils sont de l'ordre de 47%, choses comme ça. Ça monte tout le temps, de toute façon. On dépassera la barre des 50%. Mais pourquoi ça monte? Et tu sais bien que c'est financé par l'endettement. Pourquoi ça monte et pourquoi c'est financé par l'endettement? Parce que justement, on ne maîtrise plus du tout nos grandes entreprises qui délocalisent à mort, qui créent du chômage ici, qui créent de la richesse uniquement à l'étranger, Renault étant l'exemple emblématique que je donne dans le livre avec la politique de M. Schweitzer, qui était l'ancien patron. C'est ça la politique de nos grands groupes qu'on a fabriqués, nous, et qui aujourd'hui ne crée de la richesse qu'à l'étranger. Alors, moi, je voulais savoir quel est le rapport avec la choucroute, parce que bon, on parle du libéralisme, et on explique que c'est l'Europe qui a introduit le libéralisme, et que c'est à cause de l'Europe donc que les campagnes françaises aujourd'hui sont complètement massacrées, que les villes moyennes disparaissent les unes après les autres. Phénomène que je ne constate pas du tout dans d'autres pays européens qui ont d'autres systèmes économiques comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple. Donc moi je voudrais juste demander à Michel de répondre, puisque là on est parti peu à peu
du libéralisme vers l'Europe, qui sont deux problèmes d'ailleurs qui sont liés. Mais je veux savoir, est-ce qu'il a une vision aussi négative de l'Europe qu'Éric? Éric qui a une vision alors politique pour le coup, mais est-ce qu'on peut pas, si on a une vision historique, hein, moi j'essaie de, écartons, évacuons l'économie. Pensons à ce qu'était l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Quand Jean Monnet, De Gaulle, Konrad Adenauer et quelques autres, Robert Schuman surtout, ont décidé sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale de dire voilà, plus jamais ça. Allez, on va essayer que ça recommence plus jamais. Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé aujourd'hui en Europe à un moment où beaucoup de gens qui croient que l'histoire a commencé le jour de leur naissance, par exemple Éric Zemmour, pensent que finalement, bon, l'Europe, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Allez, repréparons la prochaine guerre contre les Allemands. Non, ça je crois que ça a été un argument idéologique au moment où il a fallu voter pour Maastricht. C'était un des coups de génie pervers de Mitterrand, de laisser croire que c'était oui à l'Europe, donc oui au progrès, oui à la paix, ça voulait dire non à la guerre, oui à l'amitié entre les peuples, disparition du chômage, plein emploi, amour des peuples, etc., etc. On nous a dit c'est ça l'Europe, et si c'est pas ça, c'est la haine de l'Europe. Si c'est la haine de l'Europe, c'est la guerre, c'est la xénophobie, c'est le racisme, on monte les gens les uns contre les autres, etc. Comme la chose a été présentée, pouvait-on faire autre chose que dire oui, je suis européen? Ils n'ont pas gagné de beaucoup. Hein. À mon avis, même, je ne suis pas sûr, mais j'ai presque une hypothèse, et on peut même imaginer que les Français avaient voté contre, et que le cynisme de Mitterrand aurait rendu possible une erreur de calcul, comme ça s'est fait aux États-Unis avec George Bush, qui fait que à 20h, moi je me souviens, j'avais regardé la télévision, à 20h on donnait des résultats et on ne pouvait pas les donner. Et alors évidemment, il y avait toutes les huiles politiques qui étaient là en train de dire on a gagné, on n'a pas gagné, on a perdu, ou je ne sais quoi. Et Mitterrand arrive, patelin, à 20h20, en disant c'est court, mais nous avons gagné, je vous remercie. Qui est allé refaire les calculs? Hypothèse. Mon cher Michel, il n'avait même pas besoin de truquer les résultats, puisque de toute façon, si le non avait gagné, il nous aurait fait revoter un an après. Oui, non mais on a vu en 2005. Donc de toute façon, tant qu'on n'aurait pas voté, oui, il nous aurait fait revoter. C'est la démocratie à la mode européenne, ça. C'est qui ça? Éric Zemmour, c'est qui? C'est les méchants? C'est les méchants. Il y a des très belles pages de Pierre Danino sur c'est les méchants. Mon cher Michel, c'est les méchants. Mon cher France. En 2005, lors du référendum, le second, que donc le non a gagné, il s'est passé deux choses. La première, c'est que c'est pas il, c'est on, c'est-à-dire le Parlement français, sous la présidence de Sarkozy, nous a refait voter le même texte qu'on avait refusé à l'Assemblée. Si ça, c'est pas un déni de démocratie, je sais pas de quoi on parle. Et deuxièmement, pendant la campagne de 2005, Juncker, qui est devenu depuis président de l'Eurogroupe, si je dis pas de bêtises, Juncker avait dit, parce qu'il a beaucoup d'humour ce garçon, il avait dit si c'est oui, on continue, et si c'est non, on ne s'arrête pas. Moi, j'aime la démocratie comme ça, si vous voulez. Ouais. Ça me rappelle la blague sur l'URSS, vous savez. Ouais. C'était le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est l'inverse. Bah, la démocratie, selon Juncker, c'est pareil. Je voudrais finir. Juste un petit point, parce que moi, je suis très attaché aux faits. Éric aime beaucoup la démocratie, moi j'aime beaucoup les faits, ça va être mon côté journaliste. La démocratie, moi. Or, ce que Sarkozy a fait voter après, ça n'était pas le traité, je suis absolument désolé. C'est la même chose sans les symboles. Puisque c'était un traité constitutionnel qui créait des institutions, et ces institutions, à ma connaissance, n'ont toujours pas vraiment été créées. Quand on regardait la constitution qu'avait faut dire, sorti au forceps Valéry Giscard d'Estaing, c'était une constitution qui donnait un vrai président, qui donnerait un vrai pouvoir, un vrai exécutif politique à l'Europe. Aujourd'hui, le problème de l'Europe, comme il n'y a pas de pouvoir, c'était... Mais non, il a dit ça pour faire passer la pilule. Mais non, mais tu sais très bien, on va les comparer si tu veux. On va les comparer, tous les deux. On va les comparer. Ils n'ont pas de rapport. D'accord. C'est faux, mais c'est pas grave. Alors, ce serait bien que le débat puisse être serein. Et qu'on puisse dialoguer vraiment. Cool. Si vous permettez. Alors... Oui, sur la question de l'Europe, on nous a dit l'Europe, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est la haine de l'Europe. Simplement, il aurait fallu qu'on puisse dire, mais il y a des façons diverses et multiples d'être européen, et je ne vois pas qui pourrait ne pas être européen.
Moi, tous les amis que j'ai qui n'ont pas voté, et Éric l'est probablement aussi, il est européen, mais pas l'Europe libérale. Simplement, si l'Europe est libérale, c'est pas non plus une espèce de monstre qui fonctionne seul, c'est simplement parce que les pays libéraux ont fait de l'Europe l'Europe libérale. C'est-à-dire que si on vote et que la France vote et qu'elle est libérale, elle fabrique une Europe libérale. Et comme aujourd'hui les gens qui vont au pouvoir de droite et de gauche sont des libéraux, de toute façon, on n'a que ça à nous proposer. Pardonnez-moi, vas-y. Et donc on a bien vu, là pour le coup on parlait des faits tout à l'heure, que ce qui a été promis à l'époque, quand on nous disait s'il y a l'Europe, il y aura le plein emploi, la fin du chômage, l'amitié des peuples, la fin de la guerre, etc. Il y a eu depuis exactement le contraire. Augmentation du chômage, augmentation du racisme, augmentation... En France, mais regardez ailleurs, faut regarder un peu. Regardez, sortez des frontières, regardez ce qui se passe à côté. On va sortir des frontières. On a vu ce qui s'était passé, et le truc habituel, c'était comme avec le communisme, c'est-à-dire s'il y avait du goulag, c'est parce qu'il n'y avait pas encore assez de communisme. Voilà. Et là, on nous dit si ça marche pas, non, si ça regardez marche pas, ailleurs, si ça marche regardez pas, l'Allemagne, c'est parce qu'il y a pourquoi pas ça assez marche en d'Europe, il Allemagne, y a pas assez- pourquoi ça marche dans d'autres pays, pourquoi ça marche en Europe du Nord, pourquoi ça le marche débat, pas. cool, on débat. Bon. Je vais être rapide là-dessus, juste en disant qu'on aurait dû dire que ça ne marchait pas. La preuve... En France. Bah oui, Pas seulement en mais on France, peut mais- Et dans quelques autres pays, Attends, mais non, bien sûr. je peux. Bon. D'abord, Franz, il ne faut pas mettre dans le même sac Jean Monnet et le général de Gaulle. Si, c'est tout à fait. Tu as dit des gens comme Jean Monnet et le général de Gaulle ont fait. Ils n'ont pas fait la Je même ne chose. les avais pas du mis tout. ensemble, mais Ah, c'est pas pardon. grave. Le général Je de citais Gaulle Konrad détestait Adenauer. Jean Monnet. Il estimait que c'était un agent de la CIA. Il n'était pas loin de la vérité, mais peu importe. Excuse-moi. Voilà. Je m'excuse. Bon. Deuxièmement. C'est même pas payé, il faut entendre des trucs comme ça. Oui, c'est embêtant. La réalité, c'est fou. Deuxièmement. Oh, la réalité, c'est la fantaisie. Non, c'est pas la fantaisie. Il était lié depuis la Première Guerre mondiale au service américain, et ce sont les services américains qui ont financé tous les mouvements pro-européens dans les années 46-47. Merci. Applaudissez. Oui, applaudissez parce que c'est la vérité. Et Sheila était un homme aussi. Oui, c'est ça. Bon. Ah, enfin, la vérité éclate. Je continue. Donc il y a deux Europes. Et moi, je ne me plaçais pas sur la discussion avec Michel sur le libéralisme. Ça vient après, si tu me permets. Le début, c'est une Europe, les vieux débats de notre jeunesse, à tous. C'est Europe fédérale, Europe des États. Tu te souviens, on se souvient tous de ça. C'est la polémique entre le général de Gaulle et Jean Monnet, justement, et les démocrates chrétiens. En fait, l'Europe, au départ, c'est une idée démocrate chrétienne. C'est la volonté de l'Église et des démocrates chrétiens de refaire l'empire européen sur les ruines des États-nations qui ont été ruinés par les deux guerres mondiales. C'est ça l'origine. Et on a un type qui s'élève contre ça, c'est de Gaulle. Voilà tout. Attends. Et en fait, je vais grossièrement, on n'a pas 3 heures, mais c'est quand même ça. Et le résultat, c'est que les deux ont échoué. C'est là où je suis d'accord en partie avec toi. C'est que l'Europe fédérale a échoué. C'est le référendum de 2005, on n'en aura plus. Et l'Europe des États a évidemment échoué. Et sur cet échec, ce double échec, il y a, sur cette ruine, si tu veux, des deux modèles qui auraient pu, après tout, se penser. Tu vois, soit l'Europe des États à la De Gaulle, soit une Europe impériale avec une sorte d'empire, une espèce de nouveau Bonaparte, un nouveau Charles Quint, etc. On aurait pu imaginer. Non, on a l'entre-deux qui est le pire. C'est-à-dire une espèce de désordre, de trucs ni fait ni à faire, dans lequel s'engouffre ce que tu appelles le libéralisme, c'est-à-dire le pouvoir des grandes entreprises, c'est-à-dire le marché qui domine tout, c'est-à-dire le droit. On ne parle jamais du droit, mais le vrai vainqueur de tout ça... T'es devenu Besancenot, là, maintenant, mais toi, pas du tout, mais c'est un fait. Le droit européen est un scandale. Le droit européen nous a privés de toute souveraineté. C'est le vrai scandale, c'est le droit européen, ce n'est même pas le marché. Hein? Et non mais il a raison parce que oui, moi je fais raison. des conférences depuis très longtemps et pour se faire applaudir par une assistance, et y compris à Nice, vous dites du mal de l'Europe ou des élites, ça marche très bien. Applaudissez. Michel. Je vais dire du mal de l'Europe et des élites aussi. Parce que on peut quand même dire qu'on veut l'Europe, qu'on veut l'État et qu'on repense l'État. Ah bah oui, mais c'est aussi... Eh bien non, pas dans la logique d'un Proudhon, le dernier Proudhon, théorie de la propriété, qui nous explique que l'État peut garantir les options libertaires, celles auxquelles je crois, d'une nation.
Proudhon dit à la fin de sa vie, à la fin de son œuvre en même temps, que... Là, on a un vrai sujet. Ah oui, que l'État, on est dans une vieille logique allemande, germanique, hegelienne, philosophique, enfin l'État avec une majuscule, et on considère qu'on essentialise l'État. Il faudrait aimer l'État ou ne pas aimer l'État. Mais le droit aussi, c'est très germanique. C'est-à-dire bien sûr. notre conception du droit européen, elle est germanique Absolument. aussi. Et pas latine, comme on est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que si on veut repenser l'État, et on peut le faire, et on doit le faire, et pas du tout dans les catégories de l'absolu, du genre on aime, on n'aime pas. Ça, c'est la grande philosophie allemande, la grande tradition de la philosophie allemande. C'est plus subtil, la tradition française. Elle n'est pas dialectique, elle n'est pas hegelienne, et elle est pragmatique. Elle est pragmatique, c'est-à-dire que Proudhon, il dit, mais ça sert à quoi l'État? Si ça sert à exploiter, c'est pas bon. Si ça sert à libérer, c'est bon. Donc moi, j'ai été bêtement longtemps contre l'État pour cette raison-là, jusqu'à ce que, découvrant cet ultime texte de Proudhon, je me dis, mais il a raison. C'est comme une pomme, c'est comme un couteau. On peut peler une pomme, on peut égorger son voisin avec un couteau. C'est la même chose avec l'État. On peut exploiter les gens avec l'État. On a vu ce que ça donnait avec le fascisme dont l'État est l'instrument absolu. On peut aussi libérer les gens avec l'État. Le général de Gaulle faisait de l'État un instrument de la libération de la nation, du peuple et de la souveraineté. Et il était traité de fasciste par toute la gauche. Évidemment, Michel. absolument. Non, mais on est d'accord aussi là-dessus. Donc je pense que si vraiment on voulait penser à gauche, ça les changerait. Mais il pourrait effectivement avoir une autre conception de l'État en disant l'alternative, c'est pas l'État ou pas d'État, c'est un autre État. Et l'État qui garantirait les citoyens, qui les garantirait même face à cette Europe qui est devenue elle-même un État exploiteur, eh bien ce serait l'occasion de permettre des contre-pouvoirs. Mais ça, c'est un projet politique national, ça devrait pouvoir exister. Ce n'est pas possible dans le cadre actuel. Actuel, c'est vrai. Bon alors, ce débat avait très bien commencé sur l'islam parce que vous n'étiez pas d'accord. Sur l'Europe et le libéralisme, bah, on sent des... Ouais, là, plutôt un semi-accord. Moi, je me sens exclu totalement. Une critique commune, mais pas forcément des solutions communes. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, sur... Que je ne partage pas du tout, parce que sur Proudhon, j'ai beaucoup de choses à dire sur le... Ouais. Donc, on n'est pas d'accord mais, j'aimerais maintenant qu'on aborde d'autres sujets. Non, monsieur, s'il vous plaît, on s'en fout de votre avis. L'autre sujet comme mai 68, cool, par exemple. Le débat, cool. Cool, ça va, on s'entend tout le temps. Mais 60... Ouais, celui-là, je sais pas ce qu'il fait, là. Il est très excité. Il est payé par la CIA. Non, KGB. Un peu excité, là. Oui, je sais pas ce qu'il fabrique, là. Oui. Donc, calme. Alors, autre sujet, alors peut-être là de discorde, d'après ce que j'ai lu dans vos livres différents, mai 68. Mai 68, le bilan pour Éric Zemmour, il est globalement hyper négatif. Hein. C'est presque d'ailleurs un livre, on peut dire, le suicide français contre mai 68, enfin les résultats, ce qu'a fait mai 68, alors que Michel, bon, n'est pas extatique évidemment devant le bilan de mai 68, c'est difficile, mais dit quand même que il y a aussi de bonnes choses à retenir de mai 68. On commence par Michel. Oui, alors d'abord, j'avais été très étonné en lisant Malraux, en lisant Les chaînes qu'on abat, de découvrir que mai 68 avait eu lieu presque partout sur la planète. C'est ça qu'on oublie la plupart du temps. C'est-à-dire quand il nous dit il y a eu des choses sur les campus américains. Il y a eu des choses, bien sûr, mais oui, ça a commencé. C'est même fondamental. On en reparlera, mais absolument, c'est fondamental. Absolument. Les campus américains, c'est fondamental. Absolument. Comme on est, nous, franco-français, jacobins, centralisés, parisiens, etc., mai 68, ce sont les barricades du quartier latin avec Cohn-Bendit, son sourire devant des CRS, etc. Des espèces de bons points qu'on donnait aux élèves, de mythologie. Donc, moi, je ne souscris pas à cette mythologie-là. D'abord parce que gamin, j'avais 9 ans en mai 68, j'ai 10, je sais plus, enfin, je suis né en 59, oui, c'est ça. Et j'ai vu, moi, mai 68 concrètement, sans trop comprendre, évidemment. J'avais une institutrice communiste qui nous foutait des baffes, qui fumait en cours, qui écoutait Europe 1 et qui attendait le grand jour et qui prenait les informations, comme on disait. Et il y avait le général de Gaulle à la télévision avec son costume de général et mon père trouvait que ça chauffait quand même. Et on voyait des bagnoles en feu. Donc j'ai compris que quelque chose avait lieu là. Et dans le village où il y avait la fromagerie, la laiterie, etc., les laitiers avaient refusé d'aller chercher le lait. Donc mai 68 a eu lieu, pas seulement à Paris, mais dans la totalité de la France. Pas seulement dans la totalité de la France, mais en Europe. Pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Ça veut dire que pour le coup, penser mai 68 à partir de Paris, c'est une erreur. Il faudrait penser à partir d'une philosophie de l'histoire, ce que fait Éric, qui ne pense pas, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, à partir de sa date de naissance. Au contraire, il est l'un des rares à avoir la culture... Non, mais c'est vrai, la culture et l'histoire. Bon, je m'excuserai peut-être. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a pas mal de gens dont c'est le cas, effectivement, qui pensent à partir d'eux-mêmes, mais c'est pas le cas d'Éric Zemmour qui a une culture historique et on peut effectivement débattre à partir de faits. C'est le moment de refraternisation. On attend la suite. Non, mais je veux dire, moi j'ai lu son livre et c'est rempli d'informations justes
et avec lesquels il faut composer. Il faut composer avec le réel, pas avec l'idéologie. Donc mai 68 a eu lieu et de fait, quelque chose s'est passé qui a fait qu'on n'a plus parlé les uns les autres de la même manière quand on était supérieur hiérarchique, inférieur hiérarchique, homme, femme, parents, enfants, instituteurs, etc. Ça, c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que la destruction de valeurs qui avaient fait leur temps n'a pas été remplacée par des valeurs nouvelles. C'est-à-dire que ce moment de négativité qui a été mai 68 aurait dû être suivi par un moment de positivité qui n'a pas eu lieu. Donc je dis oui à ce moment de négativité d'abord parce qu'on ne peut pas dire non au réel. C'est un mouvement qui concernait la totalité de l'Occident. L'Occident est une espèce de bête vivante. Ça vieillit, ça fatigue, c'est né, ça meurt, ça disparaît, la civilisation disparaît, etc. C'est un mouvement de civilisation, pas seulement une espèce d'épiphénomène parisien. Parce que c'est absolument frappant, ça va jusque dans les pays de l'Est, hein, parce que Mais bien Dubček, c'est la même époque. Mais absolument. Et quand on a compris ça, on se dit, on ne peut pas dire non à ce qui a eu lieu. Notre erreur, enfin, moi je ne me sens pas trop coupable de ça, parce que je n'avais pas l'âge de contribuer positivement, je dirais l'erreur des intellectuels, des philosophes, dont on a beaucoup parlé à l'époque, ceux dont on dit qu'ils sont la French Theory outre-Atlantique, c'est-à-dire les Deleuze, les Foucault, les Guattari, les Derrida, etc., ont déliré. Déliré. Et intellectuellement, ça a produit encore des effets chez Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Absolument. Mais oui. Mais oui. Toute la théorie, la théorie du genre, la théorie pédagogiste, tout ce genre de choses procède de l'arrivée au pouvoir d'une partie de cette génération qui a été formée par la French Theory. Et on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Alors c'est très beau sur le papier la French Theory, la théorie du genre. C'est très beau sur les campus quand on nous explique que le masculin, féminin, les hormones, la biologie, la nature, tout ça n'existe pas. Nous sommes des concepts, nous sommes des êtres de papier dans un temps de la disparition de l'individu et de la mort de l'homme. C'est bien sur un campus. Sauf que quand ça produit des effets dans la réalité et que dans mon école, l'école de mon village, 500 habitants, on nous fait le coup de la théorie du genre avec des gamins qui sont déjà perdus et qu'on les perd sur leur identité sexuelle, on se dit, il y avait effectivement un travail de positivité, un travail de valeur de substitution qui n'a pas été fait, auquel cas mai 68 a fait un travail intéressant de nettoyage pour que l'histoire puisse avancer, mais l'histoire n'a pas avancé parce qu'elle s'est mise à bégayer et à faire des choses terribles. Et le constat qu'on fait aujourd'hui est 10 fois terrible, quoi. Donc alors, le bilan... Je peux répondre ? Donc pour Michel Onfray, vous avez compris, sur la fin c'est très négatif, mais enfin globalement quand même c'est plutôt positif. Hein, oui, si c'était à refaire, il faudrait le refaire, disons-le voilà. Comme ça. Et pour Éric Zemmour, c'est totalement négatif. Alors, d'abord, il faut bien comprendre, et Michel a tout à fait raison, de dire que c'est un mouvement occidental très profond qui vient des États-Unis, qui vient des campus américains dans les années 60, qui a été remarquablement analysé. Mouvement noir aussi en même temps, aux États-Unis. Attends, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est évidemment lié. Qui a remarquablement été analysé pour la France par Revel, qui a été sans doute génial. Vraiment, pour travailler sur mon livre, j'ai relu des tas de bouquins. Ni Marx ni Jésus. Exactement. Et c'est brillantissime. Le type a tout compris dès le début des années 70. C'est remarquable. Et pour les États-Unis, j'encourage tout le monde, même si c'est un peu casse-pied à lire, c'est Christopher Lasch qui a le mieux analysé cette évolution. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, et mai 68, je finis, la spécificité française quand même, que Michel a balayé avec dédain, c'est d'avoir, c'est la spécialité des Français depuis 3 siècles, c'est qu'on met des mots sur les événements. Et on met des mots, pas toujours les bons, sur les événements. C'est-à-dire qu'on a mis, dans un premier temps, une logorrhée marxiste sur un événement qui ne l'était pas. Et en tout cas, qui était individualiste, et qui était une défense et de l'individu et des minorités, tu as tout à fait raison Franz, puisque c'est le début des mouvements noirs, c'est le début des mouvements féministes, et avec le règne de l'individu roi. Ça, c'est le destin posthume de mai 68. Parce que sur le moment, moi j'ai le même âge que Michel et on ne comprend rien évidemment, mais sur le moment, les acteurs eux-mêmes ne comprennent rien, puisqu'ils lui donnent un discours marxiste de lutte des classes collectiviste, alors qu'il y a la grève générale des ouvriers, ils croient qu'on refait Lénine. Alors qu'en fait, pas du tout. On ne refait pas du tout Lénine. C'est là où Revel avait tout à fait raison, ni Marx, ni Jésus. Maintenant, c'est là où je ne serais pas d'accord avec Michel. Je pense que, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, aujourd'hui, avec le recul, hein, pas avec la logorrhée marxiste de l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? C'est en fait un mouvement qui détruit les structures traditionnelles. La famille, la nation, la patrie,
etc. L'Église. En fait, c'est le deuxième épisode de 1789. C'est ça, c'est fondamental. Le deuxième épisode, c'est la suite et fin. Sauf que, tant qu'il y avait l'affrontement qui a occupé tout le XVIIe siècle, tout le XVIIIe siècle, tout le XIXe siècle, entre cette poussée de l'individualisme émancipateur que défend Michel et les résistances des structures traditionnelles, église, famille, etc., il y avait une dynamique, il y avait une dialectique, il y avait quelque chose de très positif, parce qu'en fait, il y avait des structures traditionnelles qui tenaient bon et qui assuraient la continuité historique de la civilisation, et puis il y avait cet individu qui essayait de se cogner comme ça et qui essayait de s'émanciper de tout ça. Je crois qu'à partir de mai 68, les structures traditionnelles sont définitivement mortes. Et que c'est ça notre catastrophe. Notre catastrophe, c'est que l'individu émancipé est tout seul. Et donc, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Michel, des délires de la déconstruction, ce n'est pas, je suis d'accord sur, ça va de Deleuze à Najat Vallaud-Belkacem, ça c'est vrai, mais ce n'est pas des délires, c'est simplement l'individu roi que tu valorises, mais qui est devenu fou parce qu'il est tout seul, parce qu'il n'a plus de structure traditionnelle pour le contenir. Et c'est pour ça qu'il y a un capitalisme fou que tu dénonces. Et c'est pour ça qu'il y a un consumérisme fou. Et c'est pour ça qu'il y a un féminisme totalitaire qui se transforme en théorie du genre. Mais ce n'est pas un délire, tu comprends? C'est simplement le bout du film. Oui, mais... Bon. Oui, je suis d'accord avec ça, sur cette idée qu'effectivement, il y a une grande négativité qui n'est suivie d'aucune positivité. Mais pour une raison... Parce qu'il n'y a plus rien pour contenir. Pour une raison bien simple, c'est que Mitterrand avait envie du pouvoir et que tout cet après mai 68, parce qu'il y a mai 68 et il y a l'après mai 68, et on confond souvent les mêmes choses, les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est sauvage, divers, multiple. Les communistes ne l'aiment pas beaucoup, il y a des anarchistes dans la rue, il y a des trotskistes, il y a des situationnistes, il y a des gens qui sont là parce que les autres y sont, il y a des gens qui ont envie d'autre chose. Enfin, c'est vraiment très divers et très multiple. Et puis après, il y a l'esprit de mai 68. Qui fait effectivement, et tu as raison, que l'individu se retrouve dans un moment de nihilisme généralisé dont nous ne sommes pas sortis, parce que des gens auraient pu à l'époque nous sortir du nihilisme. De Gaulle, hélas, c'était trop tard, on lui a signifié son congé, il est parti, et on s'est aperçu que un pouvait éventuellement cristalliser une positivité de la gauche, ça aurait été Mitterrand, dans l'opposition. Il avait commencé à le faire. Le Mitterrand d'avant 81 est un homme de gauche. Il parle à gauche, du moins. Il parle la langue marxiste, comme il dit. Absolument. Et il la parle très bien. Absolument. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Mais oui. Et on aurait pu imaginer que, fédérant l'écologie, le féminisme, le désir d'une autre pédagogie, etc., il ait une positivité s'il avait aimé la France, s'il avait aimé la République, s'il avait aimé non pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour faire quelque chose. Il arrive au pouvoir, il s'est servi de ce nihilisme-là comme d'une espèce d'escalier, il est passé, il est arrivé au pouvoir. En 83, il dit ça y est, fini de rigoler, la rigueur, le fameux libéralisme, l'Europe, et puis je vous ai bien eu. Et quand Mitterrand dit mai 68, ça a été 10 ans de perdu pour moi. Il dit en fait, il n'y aurait pas eu mai 68, je serais arrivé 10 ans beaucoup plus tôt et on aurait pu faire des choses. Après De Gaulle. C'est ça. Et on se dit, mais on voit bien, toi tu le connais mieux encore avec les biographies que tu as pu écrire, sur l'espèce de cynisme de ce personnage, mais Oui, enfin, qui se ressemble, ça semble. Oui, oui. Mais moi aussi, je sais faire applaudir une salle. Non, mais je veux dire, Il va regretter d'être venu, Franck, en fait. Et on voit comment le personnage n'avait rien à faire de la gauche, rien à faire de la République, rien à faire de Jaurès, rien à faire du peuple. Beaucoup à faire de l'Europe. Ah bah évidemment, pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. Non, mais il avait des convictions. Mais lui il aurait pu parce qu'il fait des. Il avait des convictions d'ailleurs. Il y avait des gens bien avec lui. N'oublie pas, Mitterrand, c'est cet homme malade qui tient à peine debout et il a besoin, avant de partir, de faire 2 discours, l'un à Strasbourg, l'autre à Berlin. Ah, voyez. C'est la lutte finale.
Nous, mais on Allez, a on va chanter appelé... l'international ici. On à appelait Nice. ce débat peut-on débattre en France? On pensait qu'on pouvait débattre à Nice. Je pense que c'est très compliqué. Attends, mais je voudrais- Surtout quand ça ne plaît pas à la salle. Mais Franck- je vais finir quand même. Non, vas-y. mais comme ça ne plaît pas à la salle, il faut continuer. Et la phrase de Mitterrand qui voulait dire comme ça, la voix chevrotée, ça, Je vous ai cette belle compris. phrase, c'était... Non, pas du tout. Ah non, c'est vrai, c'est pas lui. C'est une phrase d'ailleurs prophétique pour Éric. Je qui est donne mon fausse. corps à Le la France. Ah non, nationalisme, c'est pas lui non c'est la plus. guerre. Et c'est faux. Voilà. Et Mais c'est ça, une phrase non. fausse. C'est pas une phrase de cynique. C'est une phrase Ça n'est fausse. pas une phrase de cynique. C'est quelqu'un qui en a bavé mais ça, pendant je suis la guerre, d'accord. comme Mais c'est une plein de phrase gens fausse. qui en ont soupé pendant la guerre. Alors, Voilà. Bon, je voudrais répondre alors, parce que juste un mot parce que moi mais je là, voudrais tu vas qu'on être aborde content, un je suis pas autre du tout sujet. d'accord avec- Ah, très bien, Je suis d'accord. pas du tout d'accord avec Ah, enfin. Non, mais vraiment, Moi, je crois au grand homme. Hein. je vais- Et je crois au grand homme de gauche aussi. Moi aussi, je crois au grand homme. Et Mitterrand était un très petit homme. Moi, je crois au grand homme, mais bon. Mais je crois en l'occurrence que Michel se trompe et que on peut faire le procès de Mitterrand, mais c'est pas le sujet. Je vais pas du tout me placer Bah, sur ce plan-là. au moins, on se ferait applaudir. On peut Non, mais vraiment oui, mais remettre ça un justement, peu, là, tu vois. justement, je vais pas le faire. Justement, je vais pas le faire. Mitterrand, les Je élites, pense que l'Europe, tu vois, Mitterrand, c'est- attends, Mitterrand a exploité ça, oui, avec cynisme, oui, mais il est largement dépassé par ce mouvement. Non, mais vraiment, j'en ai pour deux phrases. Je voulais dire simplement que c'est là la contradiction que Michel ne veut pas voir de lui-même. Il ne peut pas dire qu'il est favorable à ces mouvements émancipateurs qui détruisent les structures traditionnelles. Enfin, comment ne pas l'être? Mais moi, je ne suis pas favorable. Bah attends, les mouvements féministes, obligés. Non. Bah attends, t'as vu comment les femmes étaient Mais traitées? elles n'étaient pas maltraitées du tout. C'est un mythe. C'est un mythe. Elles n'avaient même pas le droit d'avoir des carnets de chèques. Oh là. Fallait demander au mari. Heureusement que Giscard est passé par là. C'est terrible Les salopes. comme cet argument-là. Non, mais c'est extraordinaire parce que cet argument revient en boucle. Mais tout le monde s'en fout. À l'époque, personne n'a de carnet de chèques. Les ouvriers sont payés à la semaine. Enfin mais vraiment. Et c'est pour ça que je... Laisse-moi finir. Allez, Après, les tu vas dire femmes que c'est à fini. la cuisine. Les Oh femmes là à la cuisine. Mais les femmes ont toujours travaillé, Franz, voyons. Au Moyen-Âge, elles sont déjà sur les marchés. Arrête avec cette caricature à la Françoise l'héritier, c'est bon. Donc je continue. Je pense que ces mouvements émancipateurs que vous soutenez tous les deux et qui ont détruit les structures traditionnelles ont été les idiots utiles de ce capitalisme que tu vomis. C'est-à-dire que tu ne peux pas défendre les uns et attaquer les autres. Il faut choisir. Soit tu es toi aussi l'idiot utile de ce capitalisme-là, soit simplement tu dis ah bah oui, il aurait peut-être fallu réfléchir avant. Donc, Ces tu veux dire, on mouvements-là. envoie les chars contre les femmes et les noirs, Non, c'est ça? je suis- oh. Non, mais je résume. Non, sérieusement. Je vais Non, répondre. sérieusement 2 minutes. Non, sérieusement marche 2 minutes plus. parce que c'est important. C'est important. Je pense, c'est pour ça que je citais tout à l'heure Christopher Lasch. Christopher Lasch explique très très bien comment le capitalisme américain, dès les années 20, a utilisé et le mouvement des suffragettes féministes et s'est servi des psychanalystes et des psys en tout genre pour détruire le patriarcat ouvrier, pour faire des ouvriers des machines à taylorisme et pour que les gens deviennent des consommateurs. Je veux dire, c'est vraiment important. L'analyse de Christopher Lasch est brillante et elle ne date pas de mai 68, elle date des années 20. Et les années 60 ont été que la conséquence de cette action-là. C'est pas là, on n'est pas dans la caricature et j'essaye d'être le plus honnête possible. Et c'est pour ça que je dis, il faut choisir. Soit on dit bravo ces mouvements émancipateurs, et je peux comprendre. Vous voyez, je peux comprendre. Mais on ne vient pas après me dire ah c'est horrible ce capitalisme consumériste et exploiteur. Non, il faut choisir. Réponse de Michel. Alors, je persiste à dire qu'il fallait ces mouvements émancipateurs, que le statut des femmes était quand même catastrophique C'est avant. pas vrai, si, mais c'est enfin, un bon, mythe ça. On va pas refaire. Tu crois que c'est pas catastrophique aujourd'hui d'avoir 10 journées en une? Enfin, Ah non, mais je dis pas ça. alors Non, non, je dis pas- non, arrêtons avec non, le sort des femmes. Juste. Bah si quand même. Je veux dire, si, l'avortement, la contraception, la possibilité de divorcer, la possibilité de... La contraception n'existait Non, pas. Pas Ça passer sa vie à n'existait se pas. faire frapper par un Ça mari n'existait qui aurait pas. tous les droits. Non. Ça là-dessus, c'est impossible de ne pas souscrire. Enfin, le problème, il n'est pas là, il est que dans... Mais c'est dans- des lieux pour communs répondre- idéologiques. Non, mais pour répondre à ta remarque, il y a
un mouvement d'émancipation qui n'est pas suivi par une positivité. C'est ça mon problème. Et c'est pas parce que la positivité n'a pas suivi qu'il faut critiquer le mouvement de négativité ou le moment de négativité. Je veux juste dire que l'après-mai 68 aurait dû permettre aux leaders de gauche, à des leaders de gauche, que ce soit Georges Marchais, que ce soit Mitterrand ou que ce soit Robert Fabre à l'époque, chacun dans son domaine, ou d'autres encore, ça pouvait être Alain Krivine dans le paysage politique de l'époque, de dire que fait-on de positif? Il y a des valeurs à gauche. Il y a des valeurs à gauche qui font qu'on doit pouvoir proposer pour le travail, pour la famille, pour la patrie, s'il ne faut pas prendre ces instances-là, pour l'école, pour le rapport à son propre corps. On aurait pu, à l'époque, avoir des individus, parce qu'il y avait des gens qui pensaient, qui étaient des pragmatiques. Je songe à Chevènement, je songe à Badinter. Voilà des gens qui étaient capables à l'époque d'avoir... Mais ils n'étaient pas d'accord. Hein. Non, mais parce que, pour des raisons bien simples, c'est que Mitterrand a fait de l'électoralisme comme aujourd'hui à gauche, voulait être élu, quand il a été élu, voulait être réélu, et n'a rien eu à faire de la France, de la République, de la trace dans l'histoire. Tu prends ça par le petit Non, bout je de la pense lorgnette. qu'un grand homme de gauche, c'est pas quelqu'un qui veut être élu et réélu. Mais ça dépassait Mitterrand, ça dépassait tout ça. Ça l'a dépassé parce que ça faisait tu as la bien son même, tout à affaire. l'heure, tu t'es moqué très judicieusement. Et ça a agacé Franz. Et j'étais d'accord avec toi. Quand tu as dit, on nous fait exactement comme le communisme. Si ça marche pas, c'est qu'il faut plus de communisme. L'Europe, si ça marche pas, c'est qu'il faut plus d'Europe. Et tu fais la même chose. Tu nous dis, si mai 68 n'a pas marché, c'est qu'il fallait encore plus de gauche. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Simplement, non. ça ne marche pas. Je le redis en parce une que- phrase. parce que il y a eu un moment. plus de contraintes. Il y avait plus de contraintes. La contrainte, c'est bien. C'est tout. C'est ça qu'il faut apprendre. Et comme on a détruit toutes les contraintes, J'ai pas dit le eh ben contraire. voilà. Non. J'ai dit qu'on pouvait. Le moment de négativité était nécessaire. La preuve, il a eu lieu. Je dis juste. Ça c'est un providentialisme. Non, ça c'est tout est Non, bien. mais Lisbonne, il y a un tremblement de terre à Lisbonne. C'est Dieu qui veut le bien. mot Tu fais la même bien, chose. je ne l'ai pas utilisé. Ah, si, t'as dit la preuve, il a eu Non, lieu. je dis ça a eu lieu. Maintenant, après que ça ait eu lieu, il y avait la possibilité de repenser et la gauche, et la République, et la France, et la nation, etc. Non. Les gens du CRS le faisaient à l'époque avec Oui. Chevènement. Mais ils avaient une vision traditionnelle de la République qui reposait sur une société hiérarchisée qu'on avait abattue. Mais personne ne veut que la hiérarchie disparaisse. Simplement, Si. non. Mais bien sûr que si. Non, jadis, avant mai 68, disons-le comme ça, la hiérarchie était de droit divin. C'était l'homme sur la femme, c'était les parents sur les enfants, quel que soit le père, quels que soient les parents, c'était le patron, etc., etc. Moi, je suis pour la hiérarchie dans la mesure où elle est consentie et librement consentie. On doit pouvoir accepter qu'effectivement, des gens sachent et d'autres ne sachent pas. Par exemple, l'idée qu'à l'école, ce soit les enfants qui apprennent des choses aux enseignants, c'est du délire. C'est pourtant ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on doit pouvoir, à gauche, proposer des valeurs qui soient post-68 hard et qui ne soient pas dans la logique du « avant, c'était un homme, une femme pour la vie. Si c'était une catastrophe sexuelle, il fallait faire semblant de faire comme si ce n'était pas le cas. On avait un mari violeur, on trompait son mari, on faisait 5 enfants. Mais c'était ça, la vie Mais avant. alors Ben après, il y a eu la aujourd'hui- contraception, il y a eu Michel, l'avortement, tu sais il y a eu ça la possibilité du divorce. Tu es- Juste aller jusqu'au bout de mon truc pour dire que ça n'a pas été idéal dans la mesure où on a dit maintenant tout est possible, tout est pensable, allons-y. Et on a eu des intellectuels qui ont défendu la pédophilie, on a eu des partous dans des Mais groupes. ça, etc. c'était les années 70, hein, Oui, je te rappelle. Hein. et bien c'est pour moi la négativité. Ah oui. Simplement l'idée Bah que non, c'était la liberté. associer la sexualité à ce qu'elle était précédemment, c'est-à-dire la famille, la tradition, la reproduction, etc., associer la sexualité à ces choses-là. Ça n'a jamais été associé, tu lis Mais bien sûr que Casanova et si. tu sais que c'est pas Mais ça, associé. c'était enfin. des élites. Mais c'était pas des élites, tout le monde raisonnait comme le ça. libertinage de l'aristocratie, Voyons, le mais peuple. non, Enfin, mais non. juste dire que nous avons à gauche Vision, manqué hein, le vraiment. train des valeurs. Et nous aurions pu défendre des valeurs de gauche qui auraient permis d'éviter le réactionnaire, c'est-à-dire au sens étymologique, c'est pas une insulte, hein, mais celui qui voudrait restaurer un ordre ancien en disant c'était mieux avant, en disant non, c'était pas mieux avant, mais ça aurait pu être mieux que ce qui a eu lieu parce qu'il y a eu un défaut de pensée, Michel. un défaut de réflexion, un défaut de positivité et que nous sommes coupables de ce défaut. Michel, tu es, pardonne-moi, une nouvelle incarnation d'une phrase que j'adore et qui est maintenant un peu galvaudée, c'est la phrase de Bossuet « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Et tu viens d'en donner une nouvelle preuve. Et non, je persiste à croire que les valeurs sont encore à construire. Moi, je n'ai pas fait mon Mais mon des deuil. valeurs, elles ne se construisent pas. Bah, Elles justement, sont là- le produit Si. des siècles de civilisation. Elles ne se construisent pas comme ça. Bah justement, c'est une transition pour... là, on arrive à la fin de ce débat. Qui a été... Ah oui, c'est vrai qu'on reste... On serait bien resté toute la soirée, mais il y a un concert, l'opéra, voilà, il a toute une vie et on est obligé de respecter. Alors voilà, donc la question pour terminer. Moi, j'ai juste envie une question sur l'avenir. Comment vous le voyez, l'avenir? Évidemment,
pourra pas épiloguer pendant des heures là-dessus. Mais bon, il y a Michel qui est pessimiste, au fond, qui a une vision très pessimiste de l'histoire. De l'autre côté, Éric est pessimiste, mais je ne suis pas sûr qu'il le soit tant que ça. C'est-à-dire, il est très pessimiste. Alors, on commence par qui? Allez, une bataille de pessimistes, alors, maintenant. Allez, Michel? Moi, je ne me sens pas pessimiste, je me sens tragique. C'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a dans l'opposition optimiste-pessimiste, l'optimiste voit le meilleur partout, le pessimiste voit le pire partout. Moi, je sais, c'est un peu prétentieux, mais de voir le réel là où il est, comme il est, et quand il n'est pas réjouissant, de dire qu'il ne l'est pas. C'est ce que j'appelle un tragique, en ce sens. Je pense qu'on est tous les deux tragiques. Absolument. Après, il faudrait dire ce à quoi on croit. Moi, je persiste à penser en termes de civilisation. Je pense qu'on a le nez dans le guidon, que Internet, Twitter, etc., les informations en temps continu, le jet continu avec les informations qui sont là en permanence, nuit et jour, tout ça fait qu'on est dans un éternel présent et qu'on est incapable de penser et le passé et le futur. Et grâce soit rendue à Éric Zemmour d'avoir de l'histoire, la connaissance de l'histoire, et de renvoyer à l'histoire. On est dans une époque qui est ignorante en matière d'histoire, c'est terrible, c'est terrible. Je crois juste que quand on est dans une perspective de civilisation, relire Hegel, c'est le son sur la philosophie de l'histoire, y compris des philosophes dont il suffit de prononcer le nom pour se faire insulter, Spengler, Toynbee, pas pour dire qu'on est spenglerien, mais juste pour dire qu'on doit pouvoir sortir du vieux schéma chrétien et marxiste du genre le progrès toujours et on s'en va vers une espèce de parousie du prolétariat ou ce genre de choses, mais de dire non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde a vu les pyramides, tout le monde a vu le Parthénon, tout le monde a vu le Forum romain et tout le monde a vu que ces civilisations étaient mortes. Les civilisations sont mourantes, elles sont mortelles, on le sait depuis Valérie, ici à Nice, on devrait le savoir mieux encore, et je pense que notre civilisation est mourante. Alors je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, on devrait faire ceci pour conjurer, il faudrait revenir à des valeurs anciennes ou je ne sais pas quoi, je dis juste qu'il y a un constat qui s'effectue et qui fait la démonstration, après on va pas rentrer dans le détail, mais que le judéo-christianisme a eu lieu, qu'on peut en faire une date de naissance en disant voilà Constantin, début du IVe siècle, avec une espèce de montée jusqu'au XIIe siècle, par exemple. Quand on voit le nombre des monastères cisterciens qui se construisent au XIIe siècle, on se dit il y a une grande vitalité chrétienne. Simplement, ça s'en va, ça disparaît doucement, et là nous sommes en queue de comète. Nous avons fait notre temps, cette civilisation est morte. Il reste à peu près ce qu'Épicure faisait à l'époque où il ouvre son jardin, c'est-à-dire de dire le bateau coule, mais il y a la possibilité d'être dans un salut personnel, c'est-à-dire d'être droit, d'être debout, et de dire le nihilisme ne passera pas par moi. Éric ? Alors, j'écoutais attentivement Michel et je me rendais compte d'une chose amusante, mais qui ne va pas du tout l'amuser, c'est que je suis absolument d'accord avec Michel, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis moi aussi un esprit un peu tragique, qu'on caricature en pessimisme. Mais simplement, je sais que l'histoire est tragique et que voilà. Deuxièmement, t'es pas très joyeux non plus. Hein. Non, je peux être joyeux aussi, mais bon. En revanche, et je pense aussi que notre civilisation est en train de mourir. Maintenant, contrairement à Michel, je ne pense pas que ce soit notre civilisation judéo-chrétienne qui meurt. Je m'explique en 2 mots, c'est très simple. La civilisation judéo-chrétienne, elle est morte depuis longtemps. Elle a été tuée depuis le XVIIe siècle par justement l'avènement du cartésianisme, de l'individualisme, de la raison, qui s'est émancipée de Dieu. Hein, le fameux mot de Nietzsche, Dieu est mort, qui ne veut pas dire, mais Michel le saura 10 fois mieux que moi, l'expliquer beaucoup mieux que moi, qui ne peut pas dire que Dieu est mort, mais que Dieu est en train de mourir justement dans l'esprit des gens, et que c'est pour ça que la civilisation est en train de changer. Cette civilisation qui reposait sur, je disais l'individu, sur la science aussi, hein, sur le règne de la... Pardon ? Sur le règne de la science. Oui, la laïcité, madame, absolument, c'est lié aussi, c'est-à-dire une séparation de la religion et de l'État. Cette société, donc, née au XVIIe, dans l'esprit de Descartes, et qui continue comme ça à s'émanciper avec les Lumières, avec le XIXe siècle, avec Victor Hugo, avec le XXe, etc., etc. C'est cette civilisation-là qui, pour moi, est en train de mourir. On a tous les deux, pas pour les mêmes raisons, mais tous les deux moqué la théorie du genre, on a tous les deux dénoncé le consumérisme fou, on a tous les deux dénoncé l'individualisme fou. C'est l'aboutissement, pour moi, de cette civilisation-là que je décris. Et c'est pour cela
Et c'est là mon point de désaccord avec Michel. C'est pour cela que, paradoxalement, je suis moins dur avec la gauche, parce que je pense que Mitterrand et d'autres que tu conspues se sont ralliés à un nouveau modèle, parce que leur modèle républicain de gauche que tu défends n'est plus opérationnel, tout simplement parce que c'est désuet. Et que, en gros, je pense, pour répondre précisément à ta question, que nous sommes sortis de cet univers qui est né sur les ruines des guerres de religion. C'est-à-dire comment on empêche les guerres de religion, c'est avec tout ce que j'ai dit, la laïcité, la technique, l'individu, la rationalité, etc. Et que nous revenons aux guerres de religion. C'est-à-dire que nous avons fermé une parenthèse et qu'aujourd'hui, pour des raisons positives et des raisons négatives, les raisons positives, c'est le besoin de spiritualité, c'est le besoin qu'on n'est pas qu'un consommateur, qu'on n'est pas qu'un producteur. On voit bien partout, l'islam n'est pas le seul pour redémarrer à notre discussion du début, mais ce besoin de spiritualité va aussi s'accompagner d'affrontements terribles entre religions. Et que je pense que c'est là que nous allons. Petit mot de la fin, l'un et l'autre. Un petit mot de la fin, non? Tu veux? Petit mot de la fin? Court, hein? Ça va? Ouais. Pas de mot de la fin? Les affrontements, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas d'idée là-dessus. C'est pas impossible. Je suis toujours très étonné. Mais plutôt étonné aussi parfois dans le bon sens, c'est-à-dire quand on nous dit tout est catastrophique, l'islam nous guette, ils sont tous là, ils veulent mourir, etc. Ça fait 2 ou 3 jours que je suis à Nice. Dès qu'on est à une terrasse de café, on voit des avions qui sont atteignables par des armes qui sont en circulation. Ça n'a heureusement jamais eu lieu. Donc je me dis, on nous dire fait... que ça peut être pire. Non, certes, je suis d'accord. Non, mais je veux dire je suis d'accord. Non, mais tout le monde nous dit la guerre est pas loin, la guerre est possible, etc. Je veux dire, les bazookas ou les machins comme ça, c'est en vente sur Internet quasiment, et on se dit là, n'importe qui peut se mettre dans une chambre d'hôtel et puis viser un avion et exploser 500 personnes. C'est fort heureusement, entendons-nous bien, ça n'a pas eu lieu. Donc je me dis à un moment donné, l'idée de la guerre civile peut être agitée comme un fantasme. Je me dis juste qu'il y a des attentats, c'est trop. Il y a un régime. C'est pas un fantasme pour moi. Non, j'ai dit il y a. J'ai pas dit on fantasme sur l'idée qu'il y aurait des attentats. J'ai dit il y en a. Simplement, quand on regarde on regarde l'histoire, je dirais, on se dit c'est une péripétie. On n'est pas dans une logique de guerre civile où on ferait exploser des avions, où on ferait dérailler des trains, où ce serait là en permanence. Alors on peut dire on n'y est pas encore. C'est ça. Oui, moi je pense pas forcément je ne pense pas forcément qu'on y aille. Je pense que ça se fera plus en douceur. Je pense qu'on y va tout doucement. Ça sera plus en douceur. Le mot de la fin, c'est quoi? Oui, je pense qu'on y va tout doucement. Et d'une certaine manière, on pourrait peut-être conclure sur quelqu'un auquel on est souvent associé. Le roman de Michel Houellebecq est très intéressant parce qu'il montre comment les choses se font en glissant doucement. Pas forcément avec la violence, mais simplement avec ce dans quoi les Français ont quand même aussi pas mal excellé, la collaboration. Et je trouve qu'il y a parfois des façons de mettre en évidence la collaboration. On regarde... Eric et toi, France, vous aurez probablement les chiffres, mais c'est quoi la collaboration en 40? C'est quoi la résistance? 1%, 2%, quoi. Exactement. Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. Donc il n'y a pas besoin, et c'est une guerre civile. Entre collaborateurs et résistants, c'est une guerre civile. Après, on est dans l'hypothèse concernant le déroulement de l'histoire. Je ne dis pas que ça n'aura pas lieu. Je dis simplement que là où nous en sommes, le pire n'est pas encore au rendez-vous, comme on a trop souvent tendance à le dire. Je vois de temps en temps comment le pire pourrait être au rendez-vous si vraiment les choses étaient aussi désespérées qu'on veut bien le dire. Pour le coup, je vais finir avec une note optimiste.